Bonjour à tous, on se retrouve après le All-Star Break et où il reste environ 25 et 30 matchs, entre 25 et 30 matchs par équipe. Et j'ai décidé de vous présenter deux choses intéressantes par équipe à suivre sur ce dernier tiers de saison. J'ai commencé par les Toronto Raptors, donc dans la division Atlantique de la conférence Est, où Ochai Agbaji et Kelly Olynyk sont récemment arrivés avant la trade deadline. Et le profil de Shai Akbadji m'intéresse beaucoup. Déjà, personnellement, c'est un joueur que j'aimais bien à Utah. Un joueur que je trouvais très sous-coté, même s'il n'a pas forcément des stats très ronflantes. De mémoire, il tourne entre 7 et 8 points par match, avec pas beaucoup de tirs tentés. Mais il a pas un mauvais shoot, c'est un bon driver. Et surtout, c'est un défenseur hors pair. Et je vois en ce joueur peut-être le next OG Anunoby qu'ils ont perdu récemment à New York, qu'ils ont envoyé récemment à New York. Donc ça se trouve, en fait, ils sont déjà sur le remplaçant de chez, le remplaçant de G. Ensuite, ce qui m'intéresse aussi sur le deuxième point qui m'intéresse sur les Raptors sur cette deuxième partie de saison, c'est c'est comment Scotty Barnes c'est l'attaque des Raptors autour de Scotty Barnes. Donc on va voir qu'ils ont beaucoup de shooters. Je pense à Gary Trent Jr., Grady Dick. Euh, Ils ont aussi Emmanuel Quickly, qui sont aussi des scoreurs, mais qui sont aussi des super shooters. Et j'aimerais bien que l'attaque des Raptors s'oriente autour de Scotty Barnes en tant que meneur, vraiment pour qu'il puisse, un peu à la Luka, bien sûr, avec pas la même réussite. Mais j'aimerais bien qu'on voit un peu euh, ce qui pourrait potentiellement se faire l'année prochaine en étant un peu plus compétitif, parce que là, ils n'arriveront jamais à rattraper et à aller en play. Donc récemment, les Brooklyn Nets, ils ont changé de coach en licenciant Jack Vaughn, où ça se passait un peu moins bien récemment, surtout que les joueurs semblaient plus forcément suivre ses consignes. Donc ils ont récupéré Kevin Ollie, que personnellement je connais pas beaucoup, mais je suis très curieux de voir vers quoi il va s'orienter, si c'est un coach défensif, offensif, quel précepte, quelle consigne il va mettre en place, quel, euh, quel type de coach c'est. Et justement, il a du matos. En défense, il y a beaucoup de bons joueurs. Il peut vraiment faire une très bonne défense, alors qu'ils ont actuellement le 24e defensive rating. Et ça conduit aussi à la deuxième chose qui m'intéresse, c'est Ben Simmons. J'aimerais bien quand même le voir jouer au basket. Il est encore blessé actuellement, mais normalement il devrait reprendre. Et j'espère que ça ne va pas se réaggraver parce qu'il pourrait vraiment améliorer et l'attaque des Nets qui est 15e en termes de rating et la défense qui est 24e. Donc du coup il pourra améliorer les deux. C'est un bon joueur en transition et c'est un excellent défenseur qui peut défendre sur tous les postes. La troisième équipe de l'Atlantic Division dont je vais dont je vais vous présenter les deux choses à suivre, c'est les Celtics. Mes Celtics, comme vous pouvez voir ici, où je suis curieux de voir surtout la bonne dynamique, ou la dynamique, si elle sera bonne ou pas, avant les playoffs. Et puis surtout, j'ai aussi envie de voir un truc où il galère un peu cette saison, les fins de match, les fins de match serrés. Ben, c'est un peu beaucoup d'isolation, et il marque pas, il gagne pas forcément beaucoup sur ces fins de match serrés. Donc j'aimerais bien voir s'ils arrivent à gérer les fins de match. Et puis surtout, j'ai aussi envie de voir le niveau de Tatum euh, juste avant, euh, juste avant les playoffs pour voir s'il rentre dans une bonne dynamique, prêt à tout casser comme il y a 2 ans quand ils sont allés en finale, ou si c'est comme les dernières, pas forcément super fort. Ensuite, je vais m'intéresser aux Sixers où ils ont récemment récupéré et Kyle Lowry et Buddy Hield, alors qu'ils ont perdu entre guillemets que Patrick Beverley. Et franchement, c'est très intéressant parce que Kyle Lowry, même s'il n'a plus encore le cardio d'avant, c'est plus un gars qui peut mettre 20 points par match, c'est toujours un excellent shooter. Et puis en défense, il est toujours bien placé.
Moi, je le renomme un peu souvent le saumon, parce que avec tous ses floppings, il arrivait à récupérer beaucoup de ballons. Et, euh, et Buddy Hield, c'est le profil parfait à côté de Joel Embiid. Parce qu'il c'est un énorme shooter à 3 points. C'est un gars, je sais pas si on a déjà vu un sniper, quoique si on a déjà vu J.J. Redick, mais c'est un énorme sniper à côté de Embiid, c'est parfait. Et je suis curieux, c'est la deuxième chose que je vais suivre chez les Sixers, c'est de voir un Joel Embiid qui va revenir normalement en fin de saison régulière. Euh, Ça se trouve, on l'aura à 100% en playoff, s'il arrive à bien se remettre de cette blessure. Et là, ça peut être très très dangereux pour les autres équipes. Pour les Knicks, ça va un petit peu moins bien dernièrement, même s'ils sont quand même quatrième de l'Est. Mais justement, ça va un peu moins bien à cause des blessures. Des blessures où notamment OG Anunoby, là, qui vient de se blesser, il est out pendant quelques semaines encore. Mitchell Robinson qui est toujours out. Bogdanovic qui aurait un petit bobo. Mais Julius Randle. Et je suis curieux de voir comment est-ce qu'ils vont réussir à rester dans le top 4 malgré ces blessures. Et la deuxième chose qui m'intéresse, c'est évidemment comment ils vont intégrer Bogdanovic, parce qu'on sait que c'est pas forcément le profil que Thibodeau apprécie beaucoup. Je pense notamment à Evan Fournier qui est un peu arrivé dans le même style, pas forcément un grand défenseur, mais un excellent scoreur. Mais c'est pas forcément le type de joueur que Thibodeau arrive bien à gérer. Donc je suis curieux de voir son intégration, parce que si au contraire ça se passe bien, il amène le plafond des Knicks euh, beaucoup plus haut, parce que c'est un talentueux Bogdanovic. C'est un gars qui peut tourner à 20 points facilement. Et voilà pour l'Atlantic Division. À présent, nous allons passer aux équipes de la Central Division, avec dans un premier temps les Cavaliers, qui sont actuellement deuxième de l'Est et qui cartonnent en ce moment. Ils cartonnent en ce moment et ils ont récupéré Evan Mobley et Darius Garland. D'ailleurs, c'est la première chose que je vais suivre chez les Cavaliers cette saison, enfin sur la fin de saison, c'est l'entente de Donovan Mitchell et Darius Garland, parce que personnellement, je trouve ce duo pas du tout complémentaire. Je trouve que les deux, finalement, c'est deux meneurs maintenant dans la NBA actuelle. Et, euh, et je trouve qu'il ne faut pas qu'ils oublient comment ils ont réussi à gagner. Ils ont réussi à gagner en, en faisant beaucoup tourner la balle, en utilisant beaucoup les autres options. Et Jarrett Allen a performé notamment, ou Evan Mobley. Donc j'espère qu'ils ne vont pas oublier les autres options de l'équipe. Donc ça, c'est quand même principalement mon premier point sur les Cavaliers. Et, euh, et mon deuxième, c'est j'ai envie de voir ce qu'ils donnent face aux gros concurrents à l'Est. J'ai envie de voir ce qu'ils donnent face aux gros concurrents à l'Est. Est-ce qu'ils peuvent vraiment, si jamais ils jouent contre les Celtics, faire un gros match, les gagner, contre les Bucks, faire un gros match, les gagner, pour montrer un peu pour que ça me montre un peu le potentiel, le plafond de ces Cavaliers, et voir s'ils peuvent vraiment faire quelque chose en playoff. À présent, je vais parler des Pistons et je vais aborder bien évidemment le sujet de Evan Fournier, dont on a beaucoup traité dans notre podcast avec Benoît et Robin, notamment sur son niveau parce qu'il ne jouait pas au Knicks. Et il semblerait que Monty Williams lui fasse plus confiance et lui donne des minutes, lui donne du temps de jeu, ce qui pourrait être intéressant au vu des JO qui arrivent. Donc ça peut nous donner vraiment des indications sur son niveau actuel. Et parce que c'est un joueur, tout simplement, c'est un joueur que j'adore depuis très longtemps, que d'ailleurs j'ai dit un petit peu de mal, j'étais obligé pour défendre mes choix sur la liste des Bleus, mais c'est un joueur que j'adore, donc j'ai hâte de le revoir jouer. Le deuxième point, c'est le duo Jalen Duren, Kate Cunningham. Jalen Duren qui est vraiment un pivot pour le coup, euh, pff, euh, bondissant, il y a un peu de tout, qui a des bonnes mains, qui est hyper athlétique et qui est super complémentaire à Kate Cunningham. Donc du coup, c'est voir ce duo-là, c'est le deuxième point, parce que c'est vraiment la suite des Pistons.
la suite des Pistons, c'est leur avenir. Ce duo, il est talentueux et il est jeune encore. Les Bulls maintenant, les Bulls où il n'y a pas grand chose à dire quand même, parce que c'est vraiment le ventre mou de l'NBA. C'est une équipe qui vraiment me donne pas du tout envie de les regarder jouer. Bon, je le fais quand même un petit peu parce que je m'oblige un petit peu à le faire, mais ça me donne pas du tout envie de les regarder. Mais ce qui est intéressant du coup, c'est qu'ils sont 9e à l'Est actuellement. Donc ça va être la bataille pour le play-in, c'est un petit peu le seul truc à faire. Est-ce qu'ils peuvent essayer d'accéder au play-in? Je sais même pas si leur potentiel est plus haut que ça. Mais par contre, je pense que la plupart des joueurs qui jouent actuellement aux Bulls ne seront plus là l'année prochaine. En tout cas, j'espère pour eux aussi et j'espère pour les joueurs et pour le futur des Bulls aussi. Et, euh, et après, je suis curieux enfin, c'est un petit peu les seuls joueurs que je vois encore aux Bulls l'année prochaine. Euh, Patrick Williams et Kobe White. Kobe White, c'est sûr qu'il va faire des cartons parce que c'est un talentueux, c'est un mec talentueux. En plus, c'est un gars qui aime beaucoup tirer. Enfin, voilà. Donc, du coup, c'est sûr qu'il va faire des gros cartons sur la deuxième partie, sur les derniers tiers de saison. Et Patrick Williams, même, il a encore que 22 ans, donc il a encore un bon potentiel. Et j'aimerais absolument qu'il prenne plus de tirs, qu'il puisse, qu'il puisse montrer vraiment son talent. Et montrer que c'est pas juste un gros défenseur. Et ensuite, là, c'est une équipe que j'aime beaucoup. C'est les Pacers. Les Pacers qui sont actuellement 6e à l'Est, qui ont du coup un peu baissé suite à la blessure de Tyrese Haliburton et à son retour qui se passe pas si bien que prévu. Mais c'est quand même. Ils ont une équipe, une attaque ultra talentueuse, ultra forte. Et franchement, j'espère pour eux, parce que c'est une équipe que j'aime beaucoup voir, j'espère qu'ils vont réussir à gratter l'avantage du terrain en playoff. Donc ça, c'est la première chose que je vais suivre. Est-ce qu'ils vont réussir à gratter l'avantage du terrain en playoff? Et la deuxième chose, c'est le duo Tyrese Siakam à 100%. Ça, j'ai vraiment hâte de voir ce que c'est, parce que c'est deux joueurs complémentaires. Et Siakam, il peut permettre aux Pacers d'avoir un plafond beaucoup plus élevé. Après, bon, il y a d'autres joueurs comme Andrew Nemphard et Bénédicte Mathurin que j'aime beaucoup, notamment, mais c'est une équipe ouais, que je vais beaucoup regarder. C'est une équipe que déjà j'ai beaucoup regardé cette saison, mais c'est une équipe que je vais encore plus regarder parce que ils ont des joueurs que j'aime bien. Pour les Bucks, c'est beaucoup plus compliqué en ce moment. Ils sont 3e de l'Est, mais depuis l'arrivée de Doc Rivers, ça se passe pas si bien. Et encore une fois, il y a plusieurs choses qui ne vont pas forcément à Milwaukee. Mais ils ont récupéré Patrick Beverley qui, bon, je sais il est beaucoup vanné, mais je pense que c'est un joueur qui apporte beaucoup dans un effectif. Donc son côté grande gueule, ça peut que les aider à les Milwaukee Bucks des fois se sortir les mains des poches, de se sortir les doigts de vous savez où je parle. Et, euh, et puis c'est un gros apport en défense, eux qui ont beaucoup de mal depuis l'arrivée de Damien Lillard à la place de Schroeder. Et, euh, et en parlant de Damien Lillard, c'est la deuxième chose que j'ai à suivre. Là, c'est la deuxième partie de saison. Et c'est son moment. Il a été récupéré pour cartonner en playoff, pour faire des gros cartons, pour leur permettre de gagner le titre. Et maintenant, c'est à lui. Il n'est pas encore tout à fait rentré dans sa saison, selon moi. Et, euh, et c'est un joueur que j'aimais bien à Portland et j'aimerais bien qu'il montre, qu'il prouve pourquoi il a été récupéré par Milwaukee. Voilà, c'était tout pour la Central Division. Maintenant, nous allons passer à la Southeast Division avec en premier les Hornets qui sont 13e actuellement de l'Est. 13e de l'Est avec un Brandon Miller qui est totalement en feu et leur rookie qui est lié, poste 3, qui tourne vers 16 points par match. Très talentueux. Très talentueux. Que je vois bien, sincèrement, enfin, pour moi, c'est le concurrent actuel numéro un à Victor au rookie de l'année. Bon, Victor est toujours en avance, mais dernièrement, sur les 2 derniers mois, Brandon Miller est vraiment en train de le rattraper et vraiment, mais incroyable, très très fort dernièrement.
Et ça, c'est un bon présage pour le futur des Hornets parce qu'il est complémentaire à la Melo Ball. Je vois bien un duo tous les deux dans le futur. Et, euh, et, euh, et mon deuxième point à suivre, c'est que je suis curieux de voir qui dans le supporting cast des Hornets va être retenu, va être regardé pour l'avenir. Là, je pense notamment à Grant Williams et Treman qui ont fait des bons matchs depuis leur arrivée aux Hornets. Et c'est des joueurs de devoir. Treman a joué titulaire d'ailleurs, a fait un match à un peu plus de 20 points. Donc, est-ce que c'est un futur membre des Hornets compétitifs? C'est une question que je me pose. En tout cas, il faut qu'ils préparent leur saison prochaine. Et peut-être qu'ils vont tanker aussi. Qu'ils vont tanker aussi. Après, il y a Vasilij Micic qui est en sortie de banc aussi. Est-ce qu'il va rester? Est-ce qu'il va aller dans une autre équipe à l'intersaison? Je sais pas. Maintenant, on va passer à une équipe très 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 drôle. Les Wizards, qui sont sûrement l'équipe la moins fun à regarder cette année. Qui sont, si je dis pas de bêtises, 14e de l'Est. Et à part Bilal, franchement, c'est le seul gars qui m'a donné envie de regarder cette équipe. Au début, j'étais un peu hypé par Jordan Poole, mais non, maintenant c'est Bilal qui m'incite à regarder ces Wizards. Et d'ailleurs, Bilal, c'est le premier truc que je vais suivre. C'est est-ce que maintenant, avec le nouveau coach, il va être tout le temps titulaire? Est-ce que est-ce qu'il va être plus impliqué par ses coéquipiers aussi? Est-ce qu'il va vraiment avoir plus de ballons? J'aimerais qu'il monte sur cette fin de saison à 10-15 tirs par match, pourquoi pas? Même si ça va être compliqué au vu des croqueurs qu'il y a dans l'équipe. Mais j'aimerais ouais, qu'il ait plus de ballons pour qu'on voit un peu son, son niveau de jeu, jusqu'où il peut monter. Et, euh, et bon, après, j'aimerais qu'il devienne du coup un titulaire indiscutable aux Wizards. Pardon. Et la deuxième chose à suivre, c'est bon, ben, bon gros tank. Là, c'était plutôt une imitation du bazooka, mais un bon gros tank à suivre. Ils vont sûrement faire exprès entre guillemets, parce que tu fais jamais exprès de perdre, mais ils vont sûrement perdre des matchs de façon très très sale et ça risque d'être pas très beau à voir. Donc je plains les fans des Wizards s'il en existe encore, parce que je pense qu'ils sont en voie de disparition. À présent, encore une équipe un peu décevante cette saison, hein, les Hawks, même très décevante. Le projet semble un peu mort au vu des dernières rumeurs. Et la première chose que je vais suivre, c'est même des seuls points positifs de ces Hawks, c'est Jalen Johnson. Jalen Johnson que j'aime bien, que j'aime beaucoup, qui est au poste 4-5, qui remplace John Collins. 3-4-5, allez. Il est hyper bondissant. Il est très très polyvalent. C'est un super passeur aussi. Et, euh, il tourne quand même à 15 points par match cette saison. Donc c'est le seul point entre guillemets positif des Hawks cette saison. Et c'est peut-être le seul gars qui peut leur permettre de passer un cap, même si actuellement ils sont 10e de l'Est. Ça serait limite une saison. Enfin, s'ils pouvaient arriver en playoff, ça serait vraiment limite un exploit. Alors qu'au début de la saison, c'était quand même un peu plus haut que c'était attendu. Et le deuxième point, c'est le cas de Dejounte Murray et Trae Young. Non, ils sont dans les rumeurs de fou. Et je me demande, en fonction de leur fin de saison, Dejounte Murray, ça se trouve, il se fera sûrement trader du coup à l'intersaison, vu que là on peut plus faire de trade. Mais, euh, mais ouais, je suis curieux de voir leur fin de saison à ces deux-là. À présent, on va parler du Magic. Le Magic que j'ai beaucoup aimé en début de saison, donc j'ai fait un post d'ailleurs. Moi, je me fais de l'autopub. Mais ouais, c'est une équipe que j'aime beaucoup, le Magic. Et pourtant, ils sont pas si faciles à regarder jouer parce qu'offensivement, c'est quand même très très pauvre. Et, euh, et dernièrement, c'est compliqué. Donc mon point, c'est vraiment à voir s'ils vont réussir à se qualifier en playoff. Parce qu'ils sont actuellement 8e, donc en play-in. Et je les vois pas forcément. Enfin, il faut qu'ils puissent gagner en play-in. Pour moi, c'est pas fait. Après, du coup, c'est la deuxième point à suivre, c'est leur adresse. Leur adresse, parce qu'autour de Paolo Banchero, on a besoin de joueurs qui mettent dedans,
sur qui il puisse ressortir. Paolo Banchero qui fait quand même une grosse saison. En tout cas, sur ça, ils ne se sont pas trompés. Avec Franz Wagner. Donc il faut des gars qui puissent ressortir parce que sinon ça va les trapper et l'attaque est foutue, quoi. Donc il faut des shooters. L'importance du coup de Gary Harris et Caleb Houston notamment. Caleb Houston qui est leur rookie et dont ils ont super besoin parce que c'est un des seuls shooters de l'équipe. Donc vraiment, ils ont vraiment un problème de shoot. Et c'est vraiment c'est sûrement ce sur quoi ils vont devoir s'améliorer cette intersaison. Et je suis curieux de voir ce que ça va donner avant la fin de l'année du coup sur sur ce point-là. Le hit maintenant, c'est une équipe toujours compliquée de parler du hit parce que tu sais jamais ce qui se passe. L'infirmerie, elle est toujours complète, elle est toujours pleine. En ce moment, c'est Richardson pardon, et Kyle Lowry qui sont blessés. Kyle Lowry. Josh Richardson et Terry Rozier qui sont blessés. Et Jimmy Butler qui est de côté parce qu'il y a un membre de sa famille qui serait décédé, son grand-père si je ne me trompe pas. Donc ça fait quand même des absents majeurs. Et alors que l'alchimie n'a pas encore été trouvée depuis l'arrivée de Rosier. Donc depuis l'arrivée de Rosier, l'alchimie n'a pas été trouvée et maintenant il est en infirmerie. Donc il faut qu'il se remette assez vite pour qu'il puisse créer au moins une dynamique avant les playoffs. Et le deuxième point ça mène d'ailleurs au deuxième point que je veux suivre, c'est la complémentarité entre Tyler Hero, Terry Rozier, du coup encore lui, et Rémi Raquez qui est leur rookie, qui est plus sur les postes de 2-3, mais les trois ils ont besoin du ballon pour vivre, les trois, surtout Rosier et Hero, c'est pas forcément des bons défenseurs, enfin c'est vraiment, pour moi c'est les deux mêmes profils, et, et ils n'ont pas encore créé de complémentarité, d'alchimie. Et il faut vraiment qu'ils puissent réussir avant les playoffs, car c'est ces trois-là, avec Butler évidemment, mais Butler on sait déjà, et Bam Adebayo c'est pareil, on sait déjà qu'ils vont être très très forts en playoffs. Mais je suis curieux, c'est eux qui décideront du potentiel du 8 en playoff. C'est eux qui décideront jusqu'où ira Miami. Voilà, à présent la vidéo est finie. J'attends vos retours en commentaire. Si c'était clair, concis, voilà. J'attends vos retours. Merci et n'hésitez pas à vous abonner.